Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours sur le chapitre 6, couleurs et peintures, et le grand 2 sur les peintures. On a fini le 1 et le 2, et on va passer au petit 3, la liste des différentes peintures. Donc là j'espère ne pas raconter trop de bêtises, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, mais vous en connaissez peut-être plus que moi à ce sujet. Enfin, je l'espère, vu que vous êtes en art appliqué. Bon, on va commencer un peu les différentes catégories en commençant par parler des aquarelles et des gouaches. Alors, pour ces aquarelles et les gouaches, ce qu'elles ont de particulier, c'est que le solvant, c'est de l'eau. Et les liants, ça va être différents types de gomme. Donc une première petite remarque, si le solvant est de l'eau et dans les aquarelles et les gouaches, on utilise des pigments minéraux. En fait, on est dans du minéral et de minéral, et on ne devrait pas appeler ça un pigment, mais un colorant. Mais comme c'est une peinture, on l'appelle quand même pigment alors que ça devrait être colorant. Bon, qu'importe. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que ça explique pourquoi les aquarelles, contrairement aux autres peintures, bon, les gouaches aussi mais dans une moindre mesure, vont être très transparentes, très claires. C'est qu'en fait, le pigment n'est pas le même et c'est un pigment minéral dans du minéral, donc c'est en fait un colorant et pas un pigment. Bon. Différentes gommes ont été utilisées selon les pays, selon les temps. Aussi du blanc d'œuf, des gommes synthétiques aujourd'hui issues de la cellulose. Et donc l'aquarelle, c'est des pigments minéraux dans de l'eau minérale en faible quantité, donc elle est transparente, peu adhérente et va tendance à être altérée à la lumière. Pour la protéger, on utilise souvent un vernis qu'on met par-dessus pour éviter que ça s'altère. Et la gouache, pour simplifier, c'est de l'aquarelle où on a mis beaucoup plus de pigments. Donc elle est plus opaque, mais c'est toujours dilué dans l'eau. Essentiellement, c'est de l'aquarelle beaucoup plus concentrée. Et aussi, selon les différentes aquarelles ou gouaches, on va utiliser différents types de gomme. Mais bon, c'est essentiellement ça. En petit b, les pastels. Donc les pastels, c'est encore une exception à ce que j'avais dit là. Bon, pour les aquarelles, la première exception, c'était que c'était pas un pigment, mais un colorant. Pour les pastels, il n'y a pas de solvant. Donc comment ça marche? C'est ce qu'on appelle des peintures à sec, donc sans solvant. Et on utilise de la craie avec donc une charge, qui fait partie des additifs, avec une gomme, donc un liant, pour obtenir des pastels secs. Ou on peut utiliser de l'huile, de la cire, pour avoir des pastels à l'huile. Donc c'est des genres de pas feutre, j'ai oublié le terme courant, mais bon, pour les pastels, c'est un morceau plus ou moins solide qu'on va appliquer directement sur une surface, et donc c'est une peinture sans solvant, où il n'y a que le liant et le pigment. Maintenant les lavis, c'est quelque chose de proche des aquarelles, mais c'est essentiellement un mélange d'eau et d'encre. Et on va diluer l'encre plus ou moins pour avoir différentes intensités de couleurs. Donc c'est très utilisé en peinture classique orientale, donc chinoise, coréenne, japonaise. Et on utilise de l'encre de Chine, depuis l'endroit, et qu'on va diluer en différentes quantités pour avoir différentes intensités de noir et de gris pour peindre avec. Mais ça ressemble très fortement à l'aquarelle. Bon, les liants sont pas les mêmes, mais voilà. Alors, le prochain exemple, le détrempé ou la tempéra. Alors ça, c'était l'ancêtre de la peinture en l'huile en quelque sorte. C'est ce qu'on utilisait avant la peinture à l'huile. Donc c'est une peinture très ancienne qui était utilisée par les Égyptiens, les Byzantins, l'Europe du Moyen-Âge. On va prendre de l'eau comme solvant. Et le liant, c'est une genre de colle le plus souvent. Aussi, il y a eu des jaunes d'œufs, des mélanges d'œufs et d'huile. Nombreuses recettes, chaque pays avait sa propre variation. Et avec une poudre minérale pour la matière colorante. Alors évidemment, à nouveau, vu que c'est de l'eau le solvant et une poudre minérale
pour le pigment, c'est pas un pigment mais un colorant, mais tout le monde s'en fiche, on appelle ça quand même un pigment, même si ça devrait être un colorant. Bon, c'était une méthode qui marchait bien, mais elle avait un problème, c'est qu'elle s'abîmait avec le temps, elle tenait très mal avec le temps, elle n'accrochait pas bien. Si vous avez déjà vu des œuvres d'art qui datent d'avant le XVe siècle, donc avant la peinture à l'huile, la couleur a très mal été conservée. Et c'est pas seulement dû au temps, hein, c'est vraiment dû au fait que le détempéré, le températ tient mal avec le temps. Par exemple, les statues grecques et romaines, on sait maintenant qu'elles étaient peintes, et cette peinture n'a pas du tout tenu au temps. Le seul exemple où ça a tenu, c'est pour les Égyptiens quand c'était à l'intérieur de leur pyramide, où là, ça s'est maintenu parce que c'était à l'abri. Mais les temples en extérieur qui étaient aussi peints, eux n'ont pas tenu avec le temps parce que ça tient pas bien, quoi. Donc la petite révolution de la peinture à l'huile, elle est apparue au XVe siècle, comme j'ai déjà dit. Et là, c'était enfin une peinture qui va être riche, qui va être profonde, qui va tenir avec le temps, qui va pas trop s'altérer avec le temps, même si l'huile de lin a tendance à jaunir quand elle sèche. Mais essentiellement, c'est une peinture qui se garde dans la longueur, qui donne des couleurs bien profondes, qui permet des effets de superposition translucide, qui va permettre des couches successives. C'est la peinture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle a commencé avec la peinture à l'huile, donc 15e siècle. Alors les liants, il y avait aussi un peu de choix, mais c'était généralement soit de l'huile de lin, soit de l'huile d'œillette. Donc l'huile de lin est intéressant parce qu'il a un pouvoir sécatif, c'est-à-dire qu'il sèche vite, mais il va jaunir dans l'obscurité, comme j'en ai dit, et comme j'en ai parlé dans le TP sur les analyses d'œuvres d'art, avec les noces de Cana, qui avaient jauni à cause de l'huile de lin. L'huile de l'œillette ne jaunit pas, mais sèche moins vite, c'est ça le moins sécatif, et plus fluide. Et l'huile de lin polymérisée, ça va être moins sécatif, donc sécher moins vite, mais plus résistant et plus grasse. Pour ce qui est de l'essence, du solvant, pardon, on va plus utiliser l'eau. Tout jusqu'à présent avait l'eau comme solvant. Là, on passe à un solvant organique, donc l'essence de térébenthine ou l'essence de pétrole. Et c'est un solvant qui s'évapore très vite, donc qui sèche très vite, et permet de diluer les couleurs et sécher très vite. Donc, ouais. Alors, c'est pratique, mais comme je disais, hein, ça a une odeur assez prononcée. Et si on peint en antérieur sans bonne aération, on va finir par avoir mal à la tête. Bon, et autres problèmes de santé plus sérieux plus tard. Alors rien de bien grave, hein, c'est pas au point d'avoir des cancers. Mais si on passe son temps avec ça dans le nez, ouais, ça va pas être bon pour les poumons à force. Et pour les pigments, on est toujours sur du pigment minéral, donc des roches colorées, qu'on va broyer très finement, et vous permettant d'avoir une peinture comme ça très fine. La petite anecdote intéressante, c'est sur la peinture de la Mona Lisa de Léonard de Vinci. C'est une peinture que Léonard de Vinci a pris près de 4 ans à peindre. Et on se demandait pourquoi. Eh bien, la raison qui l'a poussé, Léonard de Vinci était à la fois peintre, artiste et à la fois scientifique créateur. Et juste avant de peindre la Mona Lisa, il avait inventé en fait une nouvelle machine qui lui permettait de broyer le pigment très finement. Broyer des pigments noirs de façon très fine. Et c'est ce pigment broyé très fin qu'il a utilisé en fait pour le visage de la Mona Lisa. Essentiellement, le visage a commencé par un ovale rose et il y a appliqué des couches successives de pigments noirs les unes par-dessus les autres. Au plus épais, on considère qu'il y a près de entre 40 et 50 couches de pigments.
c'est la technique du glacis, je sais plus, un des deux, du glacier je crois. Et donc 40 à 50 couches très très fines de pigments. Et le résultat, c'est que quand on regarde le visage de la Mona Lisa, on ne voit pas les coups de pinceau de Léonard de Vinci. Parce qu'en fait, il y en a 50 superposés les uns sur les autres. Et donc, on n'arrive pas à les distinguer. On a juste l'impression du visage en général. Et pourquoi est-ce que ça a pris 4 ans à faire? Eh bien, chaque couche, chacune de ces 50 ou 40 couches, prend un mois à sécher. Et donc, il devait attendre un mois entre chaque couche. Ce qui fait que ça lui a pris entre à peu près 4 ans pour peindre la Mona Lisa, le visage de la Mona Lisa. Et après 4 ans avec la toile en question, il y a porté lui-même une certaine importance. Il faut savoir que l'importance de la Mona Lisa est en fait assez récente. Elle n'a jamais été considérée jusqu'au dernier siècle comme une peinture vraiment essentielle. Vous pouvez même trouver des renseignements sur la fois où la Mona Lisa a été volée et retrouvée après. Et bon, est assez humoristique. Mais bon, ça montrait que la Mona Lisa n'était pas considérée comme une toile essentielle, sauf le dernier siècle, où on a commencé à l'étudier un peu plus en détail et justement à comprendre un peu la technique utilisée derrière. Bon, la dernière peinture dont je parlais, c'est les peintures modernes, à base de ce qu'on appelle des résines synthétiques. Donc vous les appelez souvent les peintures acryliques, il y a aussi les vinyliques. Et essentiellement, on va prendre des colorants cette fois-ci, enfin des matières colorantes organiques dans de l'eau. Donc c'est toujours organique dans du minéral, donc c'est toujours un pigment. Et oui, parce que tous les exemples jusqu'ici, les pigments étaient des composés minéraux. Donc là, c'est l'inverse, on a des composés organiques comme pigments. Et on va avoir comme solvant, c'est l'eau. Et le liant, ça va être justement ces résines synthétiques. Donc soit acryliques, qui sont les composés ici, soit vinyliques, c'est les exemples ici en haut. Donc si vous avez des vieux souvenirs du programme de première et de la polymérisation en première, vous pouvez reconnaître ici les monomères qui donnent différents polymères, donc différents plastiques. Et donc essentiellement, on prend un liant qui va donner un plastique. Donc le liant, c'est vraiment une couche de plastique qui va coincer le pigment sur la surface. Pigment organique cette fois-ci. Voilà. Et oui, et vu un peu les différentes époques, ça explique pourquoi ici on a des exemples uniquement de colorants minéraux, parce que c'était la grande époque de la peinture à l'huile, et ce n'est que quand on a développé les pigments organiques, cette fois-ci d'abord pour la teinture, qu'on a pu en fait partir sur d'autres types de peintures à base de résine avec des pigments organiques. Bon, pour continuer plutôt même, parlons du séchage de la peinture. Donc, on a différentes façons pour faire sécher une peinture. Le plus simple, ça va être d'avoir un solvant qui s'évapore et qui va laisser le pigment derrière et un liant qui accroche plus ou moins la surface. Dans ce genre de situation, c'est pas accroché de façon très forte. Il faut que le liant ait le temps de sécher complètement de façon naturelle. C'est un peu ce qui se passe avec les peintures à l'huile qui ont un séchage qui peut prendre des siècles. Oui, d'ailleurs je n'en ai pas parlé, mais pour les peintures synthétiques, à base de résine synthétique, elles ont toutes les bonnes propriétés de la peinture à l'huile. La différence, c'est la vitesse à laquelle ils sèchent. En effet, ce genre de liant, des polymères, des monomères prêts à être polymérés, vont en fait sécher beaucoup plus vite. La peinture à l'huile, elle peut prendre des siècles à sécher. Certaines toiles peintes à la Renaissance
ne sont pas encore entièrement sèches en profondeur. La peinture à l'huile, à résine synthétique, elle sèche extrêmement vite. L'intérêt d'avoir une peinture à l'huile qui sèche moins vite, c'est que ça permet de reprendre la peinture plus tard. Pendant une semaine, ça n'a pas entièrement séché, et si on remet du solvant, on peut refluidifier la peinture et la modifier. La peinture vinylique, eh bien, comme vous le savez, parce que c'est ça que j'utilise, ça sèche très vite. Vous en mettez sur vos mains, ça sèche sur vos mains. Vous en mettez sur vos pinceaux, ça sèche sur les pinceaux. Et il faut utiliser des produits assez agressifs pour les enlever. C'est un désavantage, c'est un avantage aussi, parce que une fois que c'est mis sur une surface, ça reste. Alors, je parlais des différents modes de séchage. Donc le plus simple, c'est celui d'utiliser la peinture à l'huile, où le solvant s'évapore et laisse derrière le pigment qui colore. Mais on peut accélérer ce processus qui va être essentiellement de polymériser. Donc tout ce qui va aider à former le plastique va aider. Alors le plus simple, c'est ce qu'on appelle le séchage par cicatrisation ou oxydation. Et en fait, ces oxydes, c'est ce qui va permettre de déclencher la polymérisation. Donc le plus simple, c'est par l'oxygène de l'air, qui est un oxydant, qui va donc déclencher la polymérisation. Mais on peut aussi utiliser différents agents oxydants. Et le séchage par polymérisation, là on utilise des liants qui vont plastifier ou polymériser par chauffage. Et donc ils vont généralement soit par chauffage, soit par catalyse à l'air, en fait par déclenchement à l'air. Et essentiellement, ça sèche très vite, ça réticule très vite, ce qui rend le nettoyage très difficile, mais c'est aussi très pratique, par exemple dans le peintre en bâtiment. Une fois qu'on a déposé la peinture sur le mur, elle reste sur le mur, elle ne va pas couler. Donc bon, différents avantages, différentes applications. Un petit point sur le nettoyage d'une peinture. Donc, comme je disais, pour la peinture acrylique ou vinylique, une fois qu'elle a durci, elle a séché, là, retirer la peinture devient beaucoup plus dur. Il faut frotter fort, utiliser des solvants organiques puissants, ce qui est problématique parce qu'ils sont inflammables, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre feu, et ils peuvent nuire à la santé, ils sont volatiles, donc on les respire, et il vaut mieux utiliser des gants, et de préférence utiliser des eaux aspirantes ou être en plein air quand on va nettoyer. Et ça, c'est des conseils qu'on a normalement déjà dû vous dire en art, parce que c'est un peu la peinture que vous utilisez. Et oui, il faut faire attention, parce que certains de ces agents sécatifs qui vont aider à sécher peuvent être toxiques ou dangereux pour l'environnement. Bon, aujourd'hui, on essaie d'en avoir de moins en moins qui sont toxiques ou dangereux pour l'environnement. Mais sur de la vieille peinture, on peut en trouver, et c'est dangereux. Par exemple, dès qu'ils contiennent du plomb, la peinture au plomb, le plomb est utilisé comme agent sécatif, et oui, c'est dangereux, ça provoque le saturnisme. Alors, pour finir, je vais juste parler en vitesse de ce qu'on appelle la couleur structurelle. Jusqu'à présent, on a parlé de couleurs chimiques. Donc c'est des molécules qui ont une couleur particulière. La couleur structurelle, elle n'est pas due à une molécule particulière, mais en fait à la structure microscopique d'un objet. L'exemple le plus courant, c'est les surfaces d'un CD, si vous en connaissez, vous en avez encore vu. À l'époque, tout est téléchargeable. Mais bon, surface de CD, où vous pouvez avoir les ailes de certains papillons, les plumes de paon, les gouttes d'eau qui créent les arcs-en-ciel, le nacre, certaines carabasses de scarabées, d'insectes, ou même par exemple les couleurs des yeux verts ou bleus, c'est aussi dû à ça. C'est des couleurs structurelles qui sont créées non pas avec une certaine molécule chimique, mais avec des structures dans la matière. Donc par exemple, oui, l'exemple classique, le CD, c'est des sillons qui sont gravés
sur une surface métallique. Et donc il y a des creux, des bosses, des creux, des bosses. Et si les creux et les bosses sont assez rapprochés, ils peuvent interagir avec la lumière et donc lui donner une couleur. Et alors la différence entre les couleurs structurelles et les couleurs chimiques, c'est que les couleurs structurelles vont dépendre de l'orientation, de l'objet, de l'observateur. Ils vont aussi dépendre de l'éclairage. Et c'est pour ça que, comme je disais, par exemple, les yeux verts ou bleus vont avoir l'air légèrement, d'une légère couleur légèrement différente selon qu'il y a beaucoup de lumière ou pas. Ouais, va avoir l'air un peu changeant. Enfin, tout ce qui est couleur d'yeux autre que marron ou noir, ça va avoir ses propriétés de couleur un peu changeante. Mais bon, c'est la même chose pour les carapaces, les ailes de papillon, tout ça va avoir des couleurs légèrement changeantes selon la luminosité, l'orientation, et c'est le propre des couleurs structurelles. Voilà, j'ai fini sur ce chapitre, et c'était aussi le dernier chapitre du cours de physique-chimie de terminale à appliquer. Et donc on va se revoir dans quelques vidéos sur les exercices, mais c'est la dernière vidéo sur le cours. À bientôt.